Certaines expériences de vie sont difficiles à vivre, mais essentielles à être racontées pour éveiller la conscience, soit susciter l'envie de réussite chez plusieurs. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Scène Maîtresse Télévision, bienvenue dans votre magazine Une vie, un parcours. Vous le savez, c'est votre émission de change d'expérience durant 30 minutes avec un acteur actif qui émerge dans un domaine quelconque. Le but, c'est de vous motiver à atteindre vos objectifs, peu importe les circonstances. Alors aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous une dame. Elle est intelligente, dynamique. Elle fait ses preuves actuellement dans le monde politique. Ensemble avec vous, nous allons découvrir son parcours. Madame Dena, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Madame Tania. C'est toujours un plaisir pour moi de venir sur vos plateaux et converser avec vous. Je pense que nous allons passer un moment agréable accompagné de nos chers téléspectateurs pour pouvoir motiver ceux qui sont à la maison par rapport à nos parcours et par rapport aussi à notre façon d'émerger. Merci beaucoup. C'est votre premier passage sur ce plateau. Exactement. Dites-nous un peu votre impression, comment vous vous sentez, comment vous avez trouvé le décor, la conception. Bon, un vie, un parcours, je pense que j'ai pu regarder une de vos émissions que j'ai beaucoup appréciée et j'apprécie le décor et je pense que nous allons passer un agréable moment avec vous. Merci. Alors, Madame Dena, est-ce que vous êtes née dans une famille où il y avait de politique, je ne sais pas, papa, maman, ou des oncles politiciens, et vous vous êtes dit, ok, c'est quand même un très bon chemin, je veux faire pareil? Ce que je pourrais dire, c'est que dans ma famille, je suis, au fait, si je peux dire, la seule femme à faire la politique. C'est vrai que mon père avait travaillé comme fonctionnaire, comme haut fonctionnaire à l'époque de Mobutu. Et il n'y a pas de femme dans ma famille qui fait la politique. J'ai juste un cousin qui est conseiller à l'ISALA. Et c'est tout, quoi. Donc, je me suis passionnée de la politique il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai voulu faire. Et voilà, quoi. Comment vous avez découvert cette passion, l'envie de faire de la politique? Ça vous est venu comment? Au fait, juste en regardant les autres faire, parce que j'ai beaucoup d'admiration jusqu'aujourd'hui pour une grande dame française. Okay. Je peux dire même deux grandes dames françaises. Il s'agit de Ségolène Royal et Fatou Diom. Ce sont les deux femmes qui m'ont beaucoup inspirée. Okay. Et bon, avant, j'étais dans autre chose. J'étais dans la télécommunication, j'étais plus professionnelle que politique. Alors, lorsque j'ai démissionné dans la société où j'étais, et la façon dont, bon, au fait, j'ai toujours été patriote de ma vie, hein, et la façon dont notre peuple vit, et ça m'avait beaucoup révoltée. Je me suis dit que non, je devais porter la voix du peuple plus haut. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la politique. C'était juste un déclic comme ça. Et quand vous avez décidé de quitter cette société, c'était pour embrasser directement la politique ou il y a eu d'autres emplois avant de commencer directement votre carrière politique? Lorsque j'ai quitté la société, bon, je n'étais qu'une femme ménagère. J'étais chez moi et je combinais un peu avec des affaires que je faisais. Et comme je l'ai dit tantôt, c'était juste un déclic comme ça qui a fait que je puisse entrer dans la politique parce que je voyais comment tout se passe dans ce pays, comment les choses ne marchent pas. Et j'avais l'habitude de suivre mon président actuel, Délis Sesanga, à la télé par rapport à tout ce qu'il disait, par rapport à son combat, à ses idéaux. Et je me suis dit, mince alors. Okay. Il faudrait que je fasse la politique parce que tout ce qu'il dit et sa façon de réfléchir, sa façon de penser est exactement pareil avec moi, ma réflexion et mes idéaux. Alors, j'ai préféré comme ça entrer dans la politique pour porter la voix du peuple. Nous sommes quand même curieux de savoir la vie ou les réactions que vous avez reçues dans votre famille, dans votre foyer, quand vous avez annoncé que vous étiez prête à embrasser la vie politique maintenant. Je me rappelle, il y a eu beaucoup plus d'encouragement que
Bon, je pense ne pas avoir été découragée hein, par rapport à ça parce que je pense que la première personne à qui j'avais parlé de ce projet, c'était ma belle-mère. Je lui ai dit que j'allais faire de la politique. Elle m'avait beaucoup encouragée et je pense que ma belle-mère, même le jour où je lui en ai parlé, d'heureuse mémoire, elle avait même fait une prière pour moi. Elle m'avait dit que non, puisque tu décides d'y aller, je prie que Dieu puisse t'accompagner. Et c'était ça. Je n'ai pas reçu des gens qui m'ont découragé. Bon, au contraire, j'ai eu des bénédictions, j'ai eu beaucoup plus d'encouragement par rapport à ma famille et par rapport à mes connaissances aussi. Parce qu'on dit que la politique est quand même un monde sale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse-là? La politique est un monde sale, ça dépend du contexte. Hein, ça dépend du contexte. Moi, je pense que lorsque vous venez en politique et que vous avez une bonne moralité, d'abord, vous avez une bonne éducation, hein, la base même d'où vous venez, de la famille d'où vous avez grandi. Je pense que dire que la politique est sale, c'est peut-être à défaut qu'on le dit, mais c'est plutôt un problème d'éducation. Parce que si vous êtes bien éduqué, si vous portez vos valeurs familiales partout où vous serez, ce n'est pas seulement à la politique, que ce soit même dans le milieu professionnel. Lorsque vous n'avez pas des bonnes bases, vous n'avez pas une bonne éducation, je pense que ça ne va pas marcher. Il faudrait qu'il y ait une bonne moralité partout où l'on va. Et vous êtes intégré facilement dans ce monde? J'ai eu la chance d'adhérer dans un parti politique où on encourage d'abord. Le choix de votre parti politique, je rappelle quand même que vous êtes cadre au sein du parti Envol de l'honorable Delis Sesanga. Exactement. Comment est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui vous a proposé ce parti ou c'est parti du fait que vous étiez en train de suivre déjà ces interventions à la télévision et une fois que vous êtes arrivé là-bas, ils vous ont accueilli à bras ouverts parce que vous êtes une femme. Il y a aussi des combats comme ça avec un homme qu'on voit que c'est une femme qui prie, qui est forte sur terrain. Exactement, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas eu de parrainage, il n'y a pas eu de recommandation. C'est juste que je voyais le président Delis Sesanga passer à la télé. Et la façon dont il menait son combat, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et c'est comme ça que j'avais adhéré au parti Envol. Et lorsque je suis arrivée, je me suis présentée, j'avais été très bien accueillie. Dans quelle année? C'était en 2021. Ok. Oui, j'ai été très bien accueillie et j'ai de la chance d'adhérer à un parti où on ne fait pas de différence entre la femme et l'homme. Donc, il règne là-bas la méritocratie. Si vous voulez mettre la main dans la pâte, si vous êtes intelligent ou intelligente, que vous faites bien votre travail, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas tout ce qu'on peut trouver dans d'autres partis. Mais j'ai été vraiment encouragée dès le début, que ce soit par mes supérieurs et même par mon président. Et c'est ce qui a fait que même au début, bien qu'il y avait de petits couacs, mais j'avais toujours été encouragée et voilà, c'est ce qui a fait que je puisse progresser et arriver où j'en suis aujourd'hui. De par vos dires, on peut dire que vous, à votre niveau, vous n'avez pas été victime du sexisme jusqu'à ce niveau? Non, moi je n'ai pas été victime du sexisme. Non, ni dans le parti, ni ailleurs? Non, ni dans le parti, ni ailleurs, parce que je me suis toujours retrouvée dans un environnement où j'ai été encouragée dans tout ce que je faisais. Et ce que moi je pourrais dire, c'est que la plupart du temps, nous les femmes, nous nous victimisons plus. Nous voulons plus avoir des faveurs du côté des hommes. Nous nous considérons toujours comme des êtres faibles. Alors que la femme n'est pas un être faible, justement. La femme est un être humain à part entière. Et je pense aussi que le fait pour la femme de toujours vouloir quémander des postes, à vouloir quémander, à avoir une place dans la société, fait assez qu'elle se retrouve tout le temps, comment je peux dire, elle se retrouve tout le temps comme cet être faible-là. Alors que la femme a aussi sa place dans la société comme l'homme peut l'être aussi.
Ce que moi j'ai toujours conseillé aux femmes, c'est que la femme ne doit plus se victimiser, la femme ne doit plus continuer à quémander le poste. Lorsque la femme arrive quelque part, elle doit se démarquer, elle doit chercher et mériter son poste. S'imposer. Oui, c'est ça exactement. Elle doit faire ses preuves. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du mois de la femme ou l'on parle du journée de la femme, c'est toujours... moi, je n'ai jamais été pour le fait que l'on puisse... Bon, c'est quelque chose de mondial, hein, que l'on doit donner un jour à la femme, mais je pense que c'est aussi affaiblir la femme. La femme a un cerveau, la femme a un cœur, la femme a cette force-là de pouvoir travailler. Et ce que nous pouvons faire ou nous devons faire pour conscientiser à nos semblables, c'est de pouvoir s'imposer dans le milieu professionnel, se poser dans le milieu du travail et faire exactement tout ce que l'homme peut faire. Et c'est ce que moi j'ai toujours fait, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu de la politique. Je ne me suis jamais au fait considérée comme une femme. Je me suis toujours considérée comme un être humain qui a cette aptitude-là de réflexion, qui a cette intelligence-là de faire tout ce que l'homme peut faire. Et voilà... de la même manière que je m'impose dès le départ, je fais mes preuves, je travaille, je fais très bien ce que j'ai à faire. C'est ce qui fait que même mes supérieurs voient que vraiment je ne suis pas là pour commander le poste, mais je suis là pour travailler et voilà qu'on me donne des postes, on me donne des tâches que j'accomplis tous les jours. Merci. Voilà. Alors, vous êtes vice-présidente nationale de la Ligue de jeunes chargée du processus électoral au sein de votre parti, au sein justement du parti Envol. Quel sentiment aviez-vous le jour où on vous a communiqué que vous aviez été nommée comme vice-présidente nationale de la Ligue de jeunes? Bon, vous y attendez au regard de preuves que vous avez fait une fois au sein du parti? C'était une surprise? Non, ce n'était pas une surprise parce que dans tout ce que l'on fait dans la vie, il doit y avoir un objectif. Je me suis toujours fixé des objectifs dans ma vie, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit maintenant en politique. Lorsque plutôt j'arrive quelque part, je me fixe des objectifs. Et je sais que je commence ici, ce n'est pas pour me limiter là, mais je commence ici, je démontre mes preuves. Et c'est pour avancer, pour arriver atteindre mon objectif. Et lorsque on m'avait dit que j'étais vice-présidente, que j'étais devenue plutôt vice-présidente de la Ligue des jeunes. Bon, pour moi, ce n'était pas une surprise parce que j'ai toujours travaillé pour. Et lorsque, comme je l'ai dit, nous sommes quelque part et que l'on travaille bien, il se peut toujours que l'on puisse être rémunéré par rapport aux efforts que l'on fait. Et où est-ce que vous vous voyez déjà? Quand là, vous êtes vice-présidente, s'il faut vous projeter dans l'avenir, vous disiez que je veux atteindre tel poste ou carrément tel ministère, évoluer dans le monde politique, mais l'objectif c'est ce poste-là. Ce que moi je voudrais, c'est de servir mon pays. Peu importe le poste. Peu importe le poste, je voudrais être à un endroit où je serai actrice et pouvoir poser une pierre, apporter un plus pour le bien-être de la population. Il ne s'agit pas tout simplement de viser un ministère, de viser de pouvoir être PDG ou quelque chose de ce genre, mais il faudrait avoir un poste qui vous permet d'écrire votre histoire et qui vous permet de pouvoir contenter le cœur du peuple. C'est tout ce qui m'importe. Et les difficultés que vous avez rencontrées dans ce monde depuis que vous êtes là, quelles sont-elles? Les difficultés, bon, je n'en trouve aucun parce que j'ai l'habitude de m'adapter. Je peux dire, bon, sans me vanter, que j'ai cette qualité-là de pouvoir m'adapter à chaque situation. Et j'ai aussi l'habitude de faire de mes difficultés une force. Parce que lorsque je rencontre une difficulté, je le convertis en une force. Et c'est ça, les difficultés vraiment comme telles, je n'en ai pas trouvé parce que je fais toujours un effort de pouvoir
aller par-dessus et faire bien mon Et travail. même quand il y a des marches, vous êtes là sur terrain, très active. Oui, je suis là sur terrain On se plaint active. pas. Et puis, quand vous êtes surtout à l'opposition, c'est vrai que quand vous allez sur terrain, vous allez parler aux populations et tout. Il y a ceux qui sont d'accord avec vous et ceux qui ne le sont pas. Et c'est maintenant à vous, en tant qu'acteur politique, en tant que leader d'opinion, de pouvoir amener cette personne-là à avoir cette même réflexion avec vous, emmener cette personne-là à suivre votre idéal. Et c'est ça. Moi, je ne pense pas que c'est une difficulté, mais je pense plutôt que c'est plutôt un obstacle bénin que l'on peut utiliser pour générer une force qui peut aider à pouvoir ramener cette personne-là dans le bon sens. Donc, il n'y a rien qui peut vous empêcher à atteindre vos objectifs dans le monde politique, là maintenant, parce que les difficultés, vous le transformez en force. C'est ce qu'on doit retenir et c'est un message que vous êtes en train de lancer à de jeunes filles qui vous suivent. Mais maintenant, on va essayer un peu de parler du fait que vous êtes mère, vous êtes femme. Comment vous arrivez à combiner ces deux vies? D'un autre côté, on parle de maman, on parle de épouse, et là, c'est une actrice politique qui est très active sur terrain. Comment vous arrivez à gérer? Parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas suivre des livres à la fois. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de même profession. Le mariage, ce n'est pas une profession. Mais ça demande du temps. Parlant, timing, comment vous arrivez à gérer? Moi, je pense que dans toute chose que l'on fait, il suffit d'avoir une organisation. Et en tant qu'épouse et mère, et aussi femme politique, je sais comment gérer le temps. Je sais qu'il y a un temps pour tout, comme dit la Bible. Il y a un temps pour être épouse, il y a un temps pour être mère, et il y a un temps pour être politique. Parce qu'à un moment donné, lorsque vous cherchez à tout mélanger, ça ne va plus. Vous savez qu'en tant que mère, lorsque je reviens du terrain et que je suis avec mes enfants le soir, je dois leur donner l'affection dont ils ont besoin. Et quand je reviens le soir, je dois quand même contrôler ma maison, je dois contrôler les cahiers de mes enfants. Fatigué, et voilà. On va parler de l'autre marche là, c'était chaud, on a vu les images et j'ai vu aussi vos images sur terrain. Oui, mais je fais toujours un effort. Je fais toujours un effort à ce que je puisse d'abord arriver à la maison avant que mes enfants n'aillent au lit. Et je prends mon temps pour pouvoir faire le suivi de ce qu'ils ont vu à l'école et tout ça, leur cahier et tout. Et je prends vraiment mon temps de m'occuper de mon époux. Okay. Oui, c'est ça, parce que d'abord, on est épouse. Si vous faites, ou bien vous privilégiez une chose au détriment de l'autre, vous voyez qu'il y aura ce déséquilibre-là. C'est la même chose dans la vie professionnelle. Il y a des femmes qui sortent le matin et qui rentrent le soir. Ça ne veut pas dire que quand vous le faites, que vous allez rejeter de l'autre côté. Non, il faudrait trouver le juste milieu, arranger votre agenda, savoir qu'est-ce que vous devez faire et à quelle heure vous devez le faire. Et c'est ça, c'est juste une question d'organisation. Et quand vous avez... Je reviens encore sur cette affaire de marche de l'opposition. Je veux un peu comprendre comment est-ce que les enfants vous ont accueilli à la maison après les images qu'il y a eu de répression. C'était comment le climat? Parce que on est en train de parler de... C'est aussi une carrière, on ne sait jamais. Vous pouvez avoir une de vos filles qui peut un jour vous dire « Maman, je veux aussi suivre tes pas, je veux emboîter tes pas, je veux aussi faire de la politique. » Ça sera quoi d'abord votre conseil si votre fille vous faisiez cette demande? Et en second lieu, l'autre question, c'est que comment vous vivez ces climats en famille? J'ai eu d'abord la chance d'avoir un mari très compréhensif, un mari qui est, je pourrais dire, mon premier fan et qui m'accompagne dans tout ce que je fais. C'est un choix que j'ai eu à faire et il m'accompagne dans ça. Oui, il m'accompagne à chaque étape, il m'accompagne dans tout ce que je fais, que ce soit par rapport aux émissions, que ce soit par rapport à mes descentes sur terrain. Quand vous avez déjà quelqu'un qui vous accompagne, moi je pense que ça facilite les choses. Et après, si l'une de mes filles demande à faire la politique, bon, c'est son choix. Il n'y a pas de problème, elle pourra le faire. Mais le problème
qu'il faudrait au préalable respecter, c'est le timing. Il ne faudrait pas mettre sa vie familiale ou sa vie de couple entre parenthèses, parce que vous faites de la politique. Il faudrait juste trouver, comme je l'ai dit, le juste milieu pour pouvoir concilier et gérer tout ça. Ok, vous êtes une femme, vous évoluez dans le monde politique. À côté de vous, il y a des hommes également qui font de la politique. Mais quand vous essayez de ne pas vous mesurer, de essayer un peu d'établir une comparaison, est-ce que vous pouvez vous dire que la femme peut très bien gérer un pays, une entreprise, sans pour autant avoir l'aide d'un homme? Mais j'aimerais, puisqu'on reste dans la politique, comme nous sommes dans ces domaines-là. Moi, je pense que la femme a un quotient intellectuel valable qui peut l'aider à pouvoir diriger. Aujourd'hui, moi, je pense que ce n'est pas le problème d'homme, mais c'est le problème de la femme qui, surtout en politique, a tendance à pouvoir reculer. Aujourd'hui, la femme ne veut pas s'engager dans la politique et elle pense, même si elle s'engage, elle pense qu'elle est toujours inférieure à l'homme. Alors que cette femme-là a cette attitude-là de pouvoir diriger. Et moi, je pense que ce soit dans nos partis politiques, que ce soit dans le milieu professionnel, il faudrait laisser à la femme le temps de pouvoir s'exprimer, le temps de pouvoir diriger. Moi, je pourrais dire que dans le milieu professionnel où j'étais, je n'ai assumé que de postes de décision, je n'ai assumé que de postes de direction. Et je le faisais très bien. Je pourrais même dire qu'il y avait des postes où j'assumais qui n'étaient que des postes d'hommes, mais que j'ai fait avec beaucoup de courage et d'intelligence. Et je pense que la femme a aussi sa place dans la direction de ce pays. La femme aujourd'hui peut être présidente de la République, la femme aujourd'hui peut être ministre, et nous voyons qu'aujourd'hui il y a des femmes qui dirigent et qui dirigent bien. Et je pense que la femme n'a pas besoin de parrainage pour pouvoir diriger. On doit aussi lui laisser le temps de pouvoir s'exprimer et le temps de pouvoir diriger. Donc vous pensez que ce n'est pas important d'avoir, ou ce n'est pas nécessaire de se faire parrainer dans le monde politique? La femme ne doit pas se faire parrainer parce que lorsque nous étions à l'école, nous avions vu, ce n'est pas que je cherche à faire une polémique, mais la plupart des premiers de la classe, c'était des femmes. Oui, là je rejoins votre idée. Oui, c'est ce qui veut dire que la femme a un quotient intellectuel qui peut lui permettre de pouvoir diriger. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est par rapport aux préjugés de nos coutumes africaines qui font assez que l'homme puisse tout le temps vouloir, ou bien ils ont toujours tendance à vouloir rabaisser la femme. Or, la femme a cette aptitude-là de pouvoir faire tout ce que l'homme peut faire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aussi laisser à la femme cette place-là de direction, cette place de choix pour pouvoir aussi guider les hommes. Parce que la femme, en tant que mère, en tant que celle qui a ce grand cœur-là de pouvoir supporter, elle peut mieux diriger, je pense. Très bien. Alors, messieurs, dames, vous êtes en train de suivre un nouveau numéro de votre magazine Une vie, un parcours. Là, nous sommes en train de changer avec Madame Dena Lonkunku. Elle est vice-présidente nationale de la Ligue de jeunes chargée du processus électoral au sein du parti politique Envol. Madame Dena, nous aimerions un peu que vous nous racontiez ou que vous nous détailliez votre parcours au sein de Envol, votre intégration, comment vous avez évolué. Est-ce que c'est le premier poste que vous avez assuré là-bas? Lorsque je suis arrivée chez Envol en 2021, j'avais premièrement assumé le poste de communicatrice au sein du parti et j'ai évolué comme ça pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois plutôt. Et c'est ce qui a fait qu'à partir de l'année passée, je crois, non, au début de cette année, que j'ai été nommée au poste de vice-présidente nationale de la Ligue des jeunes. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, peut vous faire dire que
je peux changer, je change carrément de vision, j'arrête avec la politique momentanément ou j'arrête carrément avec la politique pour embrasser un autre domaine? Je ne pense plus m'arrêter parce que, dit-on, la politique, deux fois, c'est aussi une drogue. Lorsque nous sommes habitués à pouvoir défendre la population, lorsque nous sommes habitués à aller dans les milieux les plus reculés où on voit le peuple qui souffre, et pendant, je peux dire, la tournée que nous avions fait, je peux dire que nous continuons d'ailleurs à faire avec le président. Nous avons le temps de converser avec la population, nous avons le temps de passer beaucoup de temps avec eux. Ils nous disent leurs peurs, ils nous disent leurs craintes et tout le temps et à chaque instant, nous avons envie de défendre ce peuple qui est de plus en plus vulnérable. Et je ne pense pas pouvoir m'arrêter de sitôt si mon peuple ou la population congolaise n'a toujours pas reçu gain de cause par rapport à ces revendications. Et aujourd'hui, je pense de plus en plus être apte et continuer à défendre le peuple avec courage et force. Je ne pense pas m'arrêter en tout cas de sitôt. Et vous êtes la seule femme à occuper ces postes au sein d'Envol? Au sein d'Envol, il y a quand même des femmes qui ont des postes de direction. Nous avons une femme qui est présidente nationale de la Ligue des femmes. Nous avons une femme qui est secrétaire nationale. Nous avons comme ça plusieurs femmes qui ont des postes, bon, je peux dire qu'ils sont des hauts cadres chez Envol. Et comme je l'ai dit tantôt, Envol n'évolue pas dans le sexisme en fait. Envol, il donne le poste par rapport à la méritocratie, par rapport à la façon dont la personne travaille. Et que ce soit, ou bien je peux dire que l'on soit une femme ou que l'on soit un homme, il n'y a pas de différence par rapport à ça, c'est le cerveau qui compte. Est-ce que vous avez aussi rencontré de personnes misogynes, de personnes qui détestent les femmes, qui pensent que la place de la femme, c'est à la maison, à la cuisine, comme le disent d'autres personnes? Pourquoi? Parce que je veux quand même donner cet exemple, je ne voulais pas en parler, mais parce que vous êtes une femme, il y a eu un commentaire à l'égard d'une journaliste qui disait cette journaliste, elle est trop belle, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Je me demande comment est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'elle vient faire dans le monde politique, avec des émissions à caractère politique. Je me demande comment est-ce qu'elle va faire avec des politiciens qui seront ses invités. Alors, il y a eu une autre personne qui a répondu à ces commentaires pour dire que, qui a qualifié carrément cette personne d'être misogyne. Alors, d'où cette question. Est-ce que vous avez aussi rencontré de personnes comme ça qui, de par leurs propos, ont essayé de vous changer de direction, de vous dévier? Voilà. Au sein de mon parti, non, mais nous évoluons quand même dans un monde où nous rencontrons plutôt beaucoup de monde. Que ce soit comme je suis jusqu'aujourd'hui communicatrice, j'ai le temps de faire des débats politiques avec des membres d'autres partis politiques. Nous avons des rencontres avec d'autres personnes et la plupart des temps, on pense qu'une femme politicienne est une femme je peux dire de faible moralité, oui. Ou bien une personne qui n'est pas très sérieuse et tout. Et moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est par rapport aux préjugés, c'est par rapport à la façon de l'Africain de réfléchir. Et moi, en tout cas, par rapport à tout ça, par rapport aux attaques personnelles, moi, je passe toujours outre. Hein. Moi, j'ai toujours dit que le seul juge d'une personne, c'est sa conscience. Et si dans votre conscience, vous savez que vous n'êtes pas compromis, que vous marchez dans le droit chemin, donc il faudrait juste se fixer des objectifs et pouvoir l'atteindre, c'est tout. Très bien. Alors, vous êtes en train de suivre, je rappelle, Une vie, un parcours. C'est une émission qui a 2 étapes. Nous venons là de finir notre première étape. Nous allons prendre la deuxième partie qui est consacrée aux questions casse-glace. J'explique, c'est une série de questions amusantes pour détendre l'atmosphère, mais ça nous permet aussi de mieux connaître l'invité.
Alors, c'est parti pour les questions casse-glace. Surtout des émissions à caractère... Surtout des émissions à caractère de débat. Vraiment, quand je m'entends parler... Mais c'était comment votre première fois à la télé? Ma première fois à la télé, c'était avec Madame Paulette Kimuntu, que je salue en passant. Oui. Et juste après, elle m'avait beaucoup encouragée. Elle m'avait dit que non, pour une première beaucoup encouragée, c'était un entretien. C'était à l'émission, je crois, à Sololi. Oui, à Sololi, Paulette Kimuntu. Exactement, et ça s'était très bien passé. Ok, merci. Alors, c'en est fini pour cette deuxième partie de l'émission Casse-Glace. Très bien. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Madame Dena, une question. Qu'est-ce qui pourrait empêcher une personne à réaliser ou à atteindre ses objectifs selon vous? Je pense que la chose qui peut empêcher une personne d'atteindre ses objectifs, c'est d'abord son entourage. Lorsque cette personne n'a pas des gens qui l'encouragent, des gens qui l'aident à se propulser, à aller de l'avant, je pense que ça peut décourager cette personne à atteindre ses objectifs. Et c'est aussi quand cette personne n'a pas de détermination. Parce que pour tout ce que l'on fait, il faudrait mettre de la volonté et de la détermination. Et lorsque l'on perd ces deux éléments, il est difficile pour une personne de pouvoir atteindre ses objectifs. Et dans le monde politique, est-ce que vous pensez que c'est facile de réussir en politique? C'est facile de réussir en politique, oui, lorsque l'on sait ce que l'on veut. Hein, lorsque l'on arrive dans la politique et que du coup vous ne savez pas ce que vous êtes censé faire, c'est ce qui fait que dans la plupart des cas, il y a des gens qui se retrouvent ministres, PDG et ne savent pas faire ce qui leur sont demandés. Alors que si une personne arrive en politique ou arrive, que ce soit dans le milieu professionnel, je pense que dans chaque chose que l'on fait, il faudrait savoir exactement où l'on va. Et c'est ça qui fera que vous saurez faire ou bien exercer ou accomplir les tâches qui vous sont confiées par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Et donc, quand vous regardez nos politiciens aujourd'hui, toutes tendances confondues, est-ce que vous pouvez dire que ce sont des personnes, des références auxquelles de jeunes qui aimeraient aussi emboîter ou embrasser le monde politique peuvent se référer à eux comme étant de modèles? Voilà. Ce n'est pas pour rien que nous disons qu'il faudrait renouveler la classe politique, parce que les politiciens que nous avons trouvés sont ceux qui ne nous inspirent pas tellement, parce que la plupart d'entre eux sont là juste pour le ventre, ils ne sont pas là pour la population. Voilà pourquoi, exactement, voilà pourquoi en demandant de pouvoir changer la classe politique, nous avons besoin des gens qui seront là pour servir la nation et non des gens qui seront là pour se servir. Et au regard de tout ça, moi je pense que nos politiciens actuels sont des gens sur qui nous ne devons pas prendre comme référence. Et vous pensez que ceux de l'opposition, par exemple, font la différence en ce sens? Moi, je pense qu'il n'est pas question de l'opposition ou de l'union sacrée ou des gouvernants qui sont en place ou ceux qui viendront dans le futur. Je pense qu'il s'agit de la conscience humaine, de la volonté politique de pouvoir bouger les choses. Parce que lorsque vous êtes opposant et que vous êtes là juste en opposition pour tout simplement avoir une place et après refaire ce que les autres font, ça ne vaut pas la peine. Il faudrait juste trouver des gens qui ont cette volonté-là de pouvoir changer et bouger les choses. Et dans une autre vie, vous référiez encore à la politique ou pas?
Je referai la politique parce Avec que je n'ai détermination. pas encore atteint mes objectifs qui sont de pouvoir donner un sourire au peuple congolais. Parce que lorsque l'on voit le peuple souffrir, le peuple affamé, et ce peuple-là qui manque même le peu, Peu, le minimum. et ça révolte, et ça nous donne tout le temps cette envie-là de pouvoir nous battre pour eux. Et je me reposerai le jour où je verrai un fonctionnaire être bien payé, un policier avoir un salaire qu'il faut, et la vie de ma population congolaise s'améliorer. Et je ne pense pas vraiment m'arrêter de sitôt. Vous, au pouvoir, Madame Dina, pensez-vous que vous ferez mieux et que vous donnerez vraiment le meilleur de vous? Vous ferez la différence avec d'autres qui sont là pour d'abord leurs intérêts perso, pour remplir leurs poches. Vous le pensez vraiment? De par ma nature, ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais supporté voir des gens souffrir. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai travaillé dans des postes clés dans la société où j'étais. J'étais contrôleur administratif financier, correspondant des ressources humaines, qui équivaut au poste de chef du personnel. Et quand je suis arrivée, j'avais vu comment ces gens-là avaient un salaire. Moi, la première des choses que j'avais fait, c'était tripler leur salaire. Et vraiment voir des gens souffrir ne me contente pas. Et c'est vraiment la raison pour laquelle je suis aujourd'hui en politique. Comme le but pour un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, et que dans la politique, il n'y a que des intérêts. Moi, je pense que lorsque je pourrai avoir une parcelle d'autorité ou pouvoir gérer quelque chose dans ce pays, je pense que je pourrai vraiment changer les choses. Alors, supposons que vous êtes en face d'une fille, une jeune fille qui vous prend pour modèle, qui se dit, Madame Dina, je veux être comme vous, je veux aussi être cette femme intelligente, politique, qui va faire ses preuves. Quel conseil lui donneriez-vous? Je dirais à cette jeune fille de pouvoir ne pas avoir peur, qu'une fille peut aussi faire ce que l'homme peut faire, et que cette fille-là ne puisse pas aimer la facilité, mais qu'elle puisse se battre pour avoir ce dont elle veut. Parce qu'aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le monde politique, nous voyons même dans les universités, dans les milieux professionnels, une femme qui aime la facilité est tout le temps manipulée et utilisée, je pourrais dire abusivement, de manière sexuelle ou autre. Mais quand vous avez une femme qui connaît, qui sait ce qu'elle veut, et qui veut exceller dans le milieu professionnel en voulant donner tout d'elle par rapport à sa façon de réfléchir, à sa manière de travailler, je pense qu'elle ne sera pas je peux dire, qu'un instrument de plaisir pour ces gens qui aiment se jouer du corps de jeune fille, mais elle sera respectée aussi par rapport à sa manière de se comporter, par la bonne moralité et à sa façon de travailler. Tout ce que je pourrais demander à cette jeune fille, c'est de pouvoir trouver sa place et s'imposer dans la société. Très bien. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'est dur, on ne dira pas votre mot de la fin, hein, et ça, on ne l'aura pas. Je sais que vous avez tellement à dire, à donner, vous avez beaucoup d'expérience, mais vous pouvez essayer de conclure en quelques mots. Je conclurai en quelques mots en disant à toutes ces femmes qui souffrent dans mon pays, à toutes ces femmes qui n'ont pas cette opportunité-là de pouvoir évoluer par rapport à leur vie sociale d'aujourd'hui, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère n'est pas rempli. Nous voyons comment la femme souffre dans le foyer par rapport à la mauvaise rémunération de leurs hommes, de leurs maris. Nous pensons qu'il y a encore de l'espoir. Est-ce que ce Congo va changer demain?
vous vous êtes adressé qu'aux femmes, Madame Dena, les hommes risquent de se fâcher. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai annexé aussi les hommes parce que ces femmes-là, elles ne font que subir. Voilà, parce que leurs hommes ne sont pas bien rémunérés. Les hommes qui vont travailler n'arrivent pas à remplir leur panier. C'est ce qui fait que cette femme-là ne fait qu'encaisser les coups. Très bien. Merci beaucoup. Alors, vous avez des salutations à passer. Ici, c'est permis. Hein. Sinon, Oh, je vais d'abord commencer par saluer mon cher et tendre époux, Benoît Lukuku Sampo, où il est. Je lui fais des gros bisous. Je fais des bisous à mes enfants. Je fais des bisous à toute ma famille. Et je salue aussi mon président, celui qui m'a donné cette opportunité-là de pouvoir élever ma voix pour défendre le peuple congolais à la personne du président Délice Sanga Ipungu Djakassang. Et je salue tous les membres de la partie, du parti plutôt en vol. Merci beaucoup. Merci Madame Dena, merci de votre temps. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Et merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je ne finirai pas cette émission sans remercier l'équipe technique de CML13 Télévision. Merci à vous également pour le travail abattu. Je vois Kabouya, Aristote Kabouya, là je cite Issa Kaz, et tant d'autres, ils sont nombreux. Donc c'est toujours un plaisir de travailler en équipe, c'est une famille. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Une vie, un parcours. Je rappelle que c'est un magazine qui retrace les parcours de ces personnes qui sont en train d'émerger dans un domaine quelconque, que ce soit en politique, entrepreneuriat, éducation, tout le domaine. Le but, c'est de vous motiver à emboîter leur passe. Le but, c'est de vous motiver à vous fixer des objectifs et de ne reculer devant aucun obstacle, parce que l'homme a cette aptitude d'avancer, d'évoluer et de casser tout obstacle devant lui, de s'effrayer un chemin et de réussir. Toutes les questions de détermination, Madame Dena nous l'a dit. Alors, c'était un plaisir de présenter cette émission pour vous. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de la confiance que vous ne cessez de réitérer à votre chaîne, à ce magazine. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. Ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir.